Mes parents distribuaient des laissez-passer pour le parc d'attractions à tous les petits-enfants lors du barbecue familial. Lorsqu'ils sont arrivés à ma fille de 6 ans, ils ont dit « Désolé, il n'en reste plus pour toi ». Puis, ils ont souri et ont donné les laissez-passer supplémentaires aux enfants des voisins, juste sous ses yeux, pendant qu'elle restait là à regarder. Ma fille a demandé « Mais pourquoi tous les autres peuvent y aller ?» Maman a ri. « Parce que tu n'en vaux pas la peine. » Papa a ajouté « Certains petits-enfants ne méritent tout simplement pas de belles choses. » Ma sœur a eu un sourire narquois. « De toute façon, mes enfants sont meilleurs. » Lorsque ma fille a commencé à pleurer, maman l'a giflée. « Arrête de faire ton cinéma. » Papa l'a poussée à terre. « Assieds-toi par terre, c'est là qu'est ta place. » Les enfants des voisins se moquaient d'elle en tenant les laissez-passer destinés à mon enfant. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement pris la main de ma fille, calmement, et je suis parti. Ce que j'ai fait ensuite leur a fait regretter ce jour-là. La matinée avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Ma fille Ruby avait été excitée toute la semaine à l'idée du barbecue familial, bavardant sans fin sur le fait de jouer avec ses cousins, et peut-être de voir le nouveau jardin de grand-mère. Elle portait sa robe violette préférée avec des papillons, celle qu'elle gardait précieusement pour les grandes occasions. J'avais tressé ses cheveux avec soin, en y entrelaçant le ruban qu'elle avait choisi elle-même. Elle sautillait presque dans son siège auto pendant le trajet vers la maison de mes parents, demandant toutes les quelques minutes si nous étions presque arrivés. Nous sommes arrivés et avons trouvé l'arrière-cour déjà remplie de parents. Ma sœur Véronica se tenait près du grill avec son mari Case et leurs 3 enfants. Mon frère Nathan avait également emmené ses 2 enfants. Les voisins de la rue de mes parents, la famille Caldwell, étaient là aussi avec leurs jumeaux. Ce n'était pas inhabituel, car mes parents avaient toujours été amicaux avec eux, mais quelque chose dans l'organisation semblait orchestré d'une manière que je n'arrivais pas tout à fait à saisir. Ruby a couru directement vers l'aire de jeu où ses cousins étaient déjà rassemblés. Je les regardais rejoindre leur jeu, son rire résonnant à travers la pelouse. Ma mère est apparue à mes côtés, avec ce sourire particulier qu'elle arborait lorsqu'elle était satisfaite de ses propres arrangements. « Tout le monde est là », a-t-elle annoncé. « Nous avons une surprise pour les enfants après le déjeuner. » J'ai hoché la tête, faisant la conversation tout en aidant à disposer la nourriture. Mon père s'occupait du barbecue, avec ses commentaires habituels sur la bonne préparation de la viande. Véronica m'a adressé un sourire crispé mais n'a rien dit au-delà d'une brève salutation. La tension entre nous grandissait depuis des années, depuis la naissance de ses enfants, et semblait devenir le point central de l'attention familiale. Mais j'essayais de rester civil, pour le bien de Ruby. Le déjeuner s'est déroulé assez normalement. Les enfants ont mangé rapidement, impatients de retourner jouer. Ruby est venue me voir 2 fois, une fois pour avoir plus de limonade, et une autre pour me montrer une fleur qu'elle avait trouvée. Son visage rayonnait d'un bonheur simple, et je me sentais reconnaissante qu'elle puisse profiter de ces moments en famille, malgré les tensions sous-jacentes que je ressentais parfois. Après le repas, mon père a appelé tous les enfants à se rassembler autour de la table de pique-nique. Ils sont arrivés en courant, Ruby incluse, formant un demi-cercle excité. Ma mère a sorti une pile d'enveloppes colorées d'un sac qu'elle avait caché sous la table. « Nous avons quelque chose de spécial », a commencé mon père, faisant durer le moment. Des laissez-passer pour Adventure Valley pour toute la saison estivale. Les enfants ont explosé de joie. Adventure Valley était le plus grand parc d'attractions de notre région, avec des montagnes russes, des jeux d'eau et des spectacles. Un laissez-passer saisonnier signifiait des visites illimitées, une chose que la plupart des familles ne pouvaient pas se permettre. Les yeux de Ruby se sont écarquillés avec le même émerveillement que ses cousins. Ma mère a commencé à distribuer les enveloppes, faisant tout un spectacle en les remettant individuellement. La fille aînée de Véronica, Amber, a reçu la sienne en premier, puis ses frères, Tyler et Logan. Les enfants de Nathan, Madison et Carter, ont eu les leurs ensuite. Ruby attendait patiemment dans la file, vibrant pratiquement d'anticipation. Puis, ma mère est arrivée aux jumeaux Caldwell, Jason et Marcus. Elle leur a donné à chacun une enveloppe avec une chaleur exagérée, discutant avec eux des manèges qu'ils voulaient essayer en premier. Ruby se tenait juste là, la main à moitié tendue, clairement la suivante dans la séquence. Mais le regard de ma mère est passé sur elle comme si elle était invisible. « Eh bien, c'est tout le monde », a dit ma mère avec entrain. La main de Ruby s'est lentement abaissée. Son sourire a vacillé, mais n'a pas complètement disparu, comme si elle pensait avoir peut-être mal compris. Je me suis avancé,
la confusion l'emportant sur ma tendance habituelle à éviter la confrontation. « Maman, tu as oublié Ruby ?» ai-je dit doucement. Ma mère s'est tournée vers moi avec une surprise théâtrale. « Oh, vraiment ? Quelle négligence !» Elle a fait semblant de vérifier le sac, le retournant à l'envers. « J'ai bien peur qu'il n'en reste plus. » Quel dommage. Le caractère délibéré de l'acte m'a frappé comme une douche froide. Ce n'était pas un oubli. Le sac était vide avant qu'elle n'atteigne Ruby parce qu'elle avait choisi de donner des laissez-passer aux enfants des voisins plutôt qu'à sa propre petite fille. Le visage de Ruby a commencé à se décomposer alors que la réalité s'imposait à elle. Mais pourquoi tous les autres peuvent y aller? La voix de Ruby est sortie petite et confuse, son regard passant des autres enfants, serrant leur ticket doré, à ses grands-parents. L'expression de ma mère s'est transformée en quelque chose de cruel, un regard que j'avais déjà vu, mais jamais dirigé vers mon enfant. Parce que tu n'en vaux pas la peine. Les mots ont flotté dans l'air comme du poison. Plusieurs parents ont détourné le regard, mal à l'aise, mais personne n'a parlé. Mon père s'est déplacé pour se tenir aux côtés de ma mère, croisant les bras dans une posture qui affichait un soutien total. Certains petits-enfants ne méritent tout simplement pas de belles choses, a-t-il ajouté, sur un ton factuel, comme s'il expliquait une simple vérité sur la météo. Véronica a ri, un son aigu et triomphant. Mes enfants sont meilleurs de toute façon. Tout le monde peut le voir. Les larmes de Ruby ont commencé à couler, silencieuses au début, traçant des sillons sur ses joues alors qu'elle restait figée dans l'humiliation. Les autres enfants regardaient, certains mal à l'aise, d'autres, en particulier les jumeaux Caldwell, commençant à sourire narquoisement. Avant que je puisse l'atteindre, avant que je puisse la prendre dans mes bras et la protéger de cette cruauté calculée, ma mère a bougé. La gifle a claqué sur le visage de Ruby avec une force choquante, faisant basculer sa tête sur le côté. « Arrête de faire ton cinéma » a sifflé ma mère. Ruby a trébuché en arrière, la main volant vers sa joue qui rougissait, et mon père s'est avancé pour pousser ses épaules vers le bas. Elle est tombée sur l'herbe, atterrissant durement sur ses fesses, sa robe violette aux papillons se froissant autour d'elle. « Assieds-toi par terre, c'est là qu'est ta place » a dit mon père, la dominant de toute sa hauteur. Les jumeaux Caldwell riaient ouvertement maintenant, agitant leur laissez-passer en l'air. Ruby est restée assise là où elle était tombée, pleurant plus fort, et j'ai senti quelque chose se briser net en moi non pas de rage ou de colère, mais avec une clarté froide et cristalline. Ces gens venaient de me montrer exactement qui ils étaient, et ma fille avait été leur cible choisie pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec elle, et tout à voir avec moi. J'ai traversé la pelouse d'un pas mesuré. Je n'ai pas crié, ni pleuré, ni exigé d'explications. J'ai simplement aidé Ruby à se relever, en brossant l'herbe de sa robe, et j'ai pris sa petite main dans la mienne. Sa paume était collante de résidus de limonade et de sueur, tremblant dans ma prise. « On s'en va » ai-je dit, non pas à quelqu'un en particulier, mais comme un simple constat. Ma mère a ouvert la bouche, probablement pour lancer une autre remarque cinglante, mais je marchais déjà. Ruby trébuchait à côté de moi, pleurant toujours, et je l'ai soulevée dans mes bras bien qu'elle devienne trop grande pour cela. Elle a enfoui son visage dans mon cou, ses larmes trempant le col de ma chemise. Le trajet de retour s'est passé en silence, à l'exception des sanglots de Ruby qui s'apaisaient progressivement. Je l'ai portée à l'intérieur, je lui ai donné un bain pour effacer les taches d'herbe et le souvenir de mains qui auraient dû la tenir avec douceur mais qui avaient choisi la violence à la place. Je lui ai lu 3 histoires, même si c'était le milieu de l'après-midi, et je suis resté près de son lit jusqu'à ce qu'elle sombre dans un sommeil épuisé, sa joue portant encore une légère marque rose. Ensuite, je suis allé dans mon bureau et j'ai commencé à faire des plans. Mes parents avaient toujours contrôlé le récit familial par l'argent et la manipulation. Mon père avait bâti une entreprise de développement immobilier prospère sur 4 décennies, accumulant une richesse qu'il brandissait comme une arme pour assurer la soumission de tous. Ma mère servait d'exécutrice dans les affaires sociales, orchestrant des événements familiaux conçus pour renforcer leur hiérarchie préférée. Véronica avait appris à jouer leur jeu à la perfection, positionnant ses enfants comme les petits-enfants en or, tout en me sapant subtilement à chaque occasion. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre, c'est que j'avais passé les 8 dernières années à construire quelque chose de mon côté. Alors qu'il méprisait ma carrière dans le conseil financier, la jugeant insignifiante par rapport au travail de Véronica aux côtés de notre père dans l'entreprise familiale, je m'étais discrètement établi comme l'une des consultantes les plus recherchées pour la restructuration de l'immobilier commercial dans l'État. Ma liste de clients comprenait des banques, des sociétés d'investissement,
et des fonds de pension gérant des portefeuilles valant des centaines de millions. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à examiner des fichiers que je gardais dans un dossier sécurisé depuis des années. Des informations que j'avais rassemblées non pas avec une intention malveillante, mais comme une assurance. Grandir avec des parents comme les miens vous apprend à tout documenter. J'avais des traces de chaque affront, de chaque manipulation financière, de chaque cas de favoritisme ou de cruauté. Mais plus important encore, j'avais une connaissance professionnelle des affaires de mon père, datant des années précédant mon indépendance et mon passage au conseil. Le dossier contenait des emails couvrant 15 ans. Des messages où ma mère critiquait mon apparence, mes choix de carrière, et ma décision de n'avoir qu'un seul enfant au lieu de fournir plusieurs petits-enfants, comme l'avait fait Véronica. Des SMS de mon père dénigrant mes réalisations professionnelles tout en louant les contributions mineures de Véronica à son entreprise. Des captures d'écran du chat de groupe familial montrant des cadeaux somptueux annoncés pour mes nièces et neveux, tandis que les anniversaires de Ruby passaient sans la moindre reconnaissance. Chaque élément de preuve peignait un tableau d'exclusion systématique et de cruauté délibérée, masqué sous des dynamiques familiales. J'ai ensuite sorti les dossiers financiers, des documents que j'avais copiés il y a des années lorsque j'avais brièvement travaillé au service comptable de mon père pendant mes études. À l'époque, j'essayais d'apprendre l'entreprise familiale, espérant gagner l'approbation de mon père en montrant de l'intérêt pour son empire. Au lieu de cela, j'avais découvert des pratiques comptables douteuses et des contrats attribués à des amis de Véronica sans processus d'appel d'offres approprié. J'avais mentionné ces préoccupations une fois, timidement, et mon père avait explosé contre moi pour avoir remis en question son sens des affaires. Je n'en avais plus jamais parlé, mais j'avais discrètement gardé des copies de tout, un instinct me disant que ces informations pourraient compter un jour. Ce jour était arrivé. J'ai passé toute la nuit à travailler, carburant au café et au souvenir du visage de Ruby lorsqu'elle avait demandé pourquoi tout le monde méritait de la gentillesse sauf elle. Au matin, j'avais un dossier complet et une stratégie qui se déploierait sur des mois, chaque pièce tombant en place avec un timing précis. La première étape nécessitait de comprendre exactement où chacun se situait financièrement et professionnellement. Je devais connaître l'étendue complète de ce à quoi j'avais affaire avant de pouvoir identifier les points de pression les plus efficaces. Au cours de la semaine suivante, j'ai mené des recherches qui auraient rendu fier un expert comptable judiciaire. Les registres publics montraient que l'entreprise de mon père avait contracté une dette substantielle au cours des 3 dernières années, finançant des projets d'expansion qui n'avaient pas rapporté les rendements escomptés. La cote de crédit de l'entreprise avait été discrètement dégradée 6 mois plus tôt, une chose qui n'avait pas été annoncée publiquement, mais qui était découvrable via les bases de données industrielles auxquelles j'avais accès grâce à mon travail de consultante. La position de Véronica dans l'entreprise s'est avérée plus précaire que je ne le pensais. Bien qu'elle détienne le titre de vice-présidente, son autorité réelle était floue. Elle avait signé des contrats et approuvé des dépenses qui auraient dû nécessiter l'approbation du conseil d'administration. Mais mon père avait validé ces décisions sans surveillance appropriée. Cela créait un cauchemar en termes de responsabilité. Si l'un de ces contrats tournait mal, ou si les régulateurs décidaient d'enquêter, Véronica et mon père pourraient faire face à de graves conséquences pour mauvaise gouvernance d'entreprise. J'ai découvert autre chose d'intéressant, aussi. Les fonds fiduciaires que mes parents avaient établis pour les enfants de Véronica et de Nathan n'étaient pas aussi solides qu'ils le paraissaient. Les montants principaux étaient impressionnants sur le papier, mais les investissements étaient lourdement pondérés vers les actions de l'entreprise de mon père. Si la valeur de cette action diminuait de manière significative, ces fonds fiduciaires rétréciraient proportionnellement. C'était un château de cartes déguisé en forteresse. Les finances personnelles de mes parents montraient des vulnérabilités similaires. Ils vivaient bien au-delà de ce que le seul salaire de mon père pouvait supporter, subventionnant leur mode de vie avec les dividendes de l'entreprise et l'appréciation des actifs, qui supposait une croissance continue de l'activité. Toute perturbation significative de l'entreprise se répercuterait sur leur stabilité financière personnelle. Ces informations ont remodelé ma stratégie. Je ne cherchais plus seulement des conséquences professionnelles. Je visais un démantèlement complet de la structure de pouvoir autour de laquelle mes parents avaient construit leur identité. Mais je devais être intelligente à ce sujet. Une action imprudente me dépeindrait comme la méchante et pourrait se retourner contre moi. Tout devait paraître organique, comme des conséquences naturelles découlant de problèmes existants, plutôt que d'un sabotage délibéré. Je devais me positionner comme une professionnelle de l'industrie inquiète, identifiant des problèmes légitimes, et non comme une fille vengeresse cherchant à se payer leur tête. La clé était le timing et l'escalade. De petits mouvements d'abord,
créant de l'incertitude et forçant des réactions défensives qui s'aggraveraient en problèmes plus importants. J'ai tracé une chronologie s'étendant sur 6 mois, avec des jalons spécifiques et des points de décision où je pourrais évaluer l'impact et ajuster le cap si nécessaire. D'abord, je devais sécuriser complètement ma propre position. J'ai appelé mon patron, Laurence, au cabinet de conseil, et j'ai demandé une réunion. En 3 jours, j'avais négocié une promotion au poste d'associé principal avec une participation au capital, cimentant mon indépendance financière et mon statut professionnel. Il voulait me promouvoir depuis plus d'1 an, mais j'avais retardé l'échéance, ne voulant pas faire de vagues avec ma famille. Cette considération n'avait plus d'importance. Ensuite est venue la collecte discrète de renseignements. J'ai contacté des relations professionnelles qui travaillaient avec l'entreprise de mon père, des gens qui me devaient des faveurs suite à des projets réussis que j'avais dirigés. Les informations ont afflué régulièrement, confirmant les soupçons que j'avais depuis des années sur certaines pratiques commerciales qui frôlaient les limites de l'éthique. Rien d'illégal exactement, mais des arrangements qui ne survivraient pas à un examen public ou à une enquête sérieuse des régulateurs. J'ai découvert que Véronica, malgré son poste de vice-présidente des opérations, prenait des décisions sans autorité appropriée, signant des contrats et approuvant des dépenses qui auraient dû nécessiter l'approbation du conseil. Mon père avait permis cela parce qu'elle était sa préférée, mais cela créait une exposition à la responsabilité que des membres responsables du conseil trouveraient alarmante si cela était porté à leur attention. 3 semaines après le barbecue, j'ai assisté à un gala de charité où je savais que plusieurs membres du conseil d'administration de l'entreprise de mon père seraient présents. J'ai porté ma tenue la plus professionnelle et j'ai passé la soirée dans des conversations stratégiques, plantant des graines d'inquiétude avec une désinvolture soigneusement étudiée. Rien d'attaquable, juste des observations sur les tendances de l'industrie et les changements réglementaires qui pourraient affecter les entreprises ayant certains types de structures opérationnelles. À la fin de la soirée, je m'étais assuré qu'au moins 3 membres du conseil accorderaient une attention plus particulière aux procédures internes. Pendant ce temps, j'avais engagé un détective privé pour documenter le traitement continu de Ruby par mes parents et ma sœur. J'avais besoin de preuves de ce schéma, la preuve que l'incident du barbecue n'était pas isolé. Les rapports du détective ont confirmé ce que je soupçonnais. Lors des rares événements familiaux auxquels j'avais assisté depuis, Ruby était systématiquement exclue, ignorée ou critiquée, tandis que ses cousins étaient félicités et couverts de cadeaux. Le détective a également découvert que mes parents avaient établi des fonds fiduciaires pour les enfants de Véronica et ceux de Nathan, mais rien pour Ruby. Les montants étaient substantiels, suffisants pour financer des études universitaires et des acomptes sur des maisons. Cette information est devenue la fondation de mon prochain mouvement. J'ai consulté une avocate spécialisée en succession nommée Patricia Drummond, experte dans les litiges d'héritage et le droit des fiducies familiales. J'ai exposé toute la situation, y compris la documentation sur le favoritisme et l'agression physique au barbecue. L'expression de Patricia est devenue de plus en plus sombre à mesure qu'elle examinait les documents. « Vous avez des motifs pour plusieurs actions en justice », a-t-elle dit finalement. Mais la question est de savoir quel résultat vous voulez. Voulez-vous de l'argent ou voulez-vous un impact? Je veux qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas traiter ma fille comme une moins que rien sans conséquence, ai-je répondu. Je veux une protection pour son avenir, mais je veux aussi qu'ils fassent face à la réalité de leur choix. Patricia a hoché la tête lentement. Alors nous construisons un dossier pour un éloignement constructif. Nous documentons les abus et le favoritisme, nous établissons que Ruby est délibérément exclue des avantages familiaux alors que vous êtes toujours légalement leur héritière, et nous nous préparons à la possibilité de contester tout arrangement successoral qui poursuivrait ce schéma. Mais nous le faisons discrètement jusqu'à ce que nous ayons tout en place. Au cours des semaines suivantes, l'équipe de Patricia Drummond a recueilli des déclarations de témoins présents au barbecue, y compris l'un des amis de Nathan qui avait été horrifié par ce qu'il avait vu. Nous avons obtenu des dossiers médicaux du pédiatre de Ruby documentant la marque sur son visage lorsque je l'ai amené le lendemain par précaution. Nous avons compilé des dossiers financiers montrant les disparités des fonds fiduciaires et les cadeaux donnés aux autres petits-enfants, mais pas à Ruby. Pendant que cette base juridique était posée, j'ai commencé le démantèlement professionnel de la réputation commerciale de mon père. J'ai écrit un article d'analyse sectorielle détaillé pour une publication commerciale respectée dans l'immobilier, discutant des préoccupations émergentes en matière de responsabilité dans les sociétés de développement immobilier qui s'appuyaient sur des structures de gouvernance obsolètes. Je n'ai pas mentionné l'entreprise de mon père par son nom, mais je me suis assuré que l'article décrivait exactement les vulnérabilités que je savais exister dans ces opérations. L'article a été publié et est rapidement devenu une lecture obligatoire dans les cercles de l'industrie.
L'impact de l'article a dépassé mes attentes. En quelques jours, il avait été partagé dans les réseaux professionnels et cité dans 3 autres publications sectorielles. Mon téléphone sonnait constamment avec des demandes d'interviews de journalistes spécialisés voulant discuter des problèmes de gouvernance que j'avais soulignés. J'ai accepté certaines interviews, maintenant toujours mon personnage de consultante professionnelle, ne révélant jamais mon lien personnel avec l'une des entreprises correspondant au profil problématique que je décrivais. Lors d'une interview à la radio, l'animateur a demandé si je pouvais donner des exemples d'entreprises présentant ces drapeaux rouges. J'ai refusé, citant l'éthique professionnelle concernant la nomination de clients ou d'entreprises spécifiques. Mais j'ai noté que toute partie intéressée pouvait examiner les dépôts publics et les procès-verbaux des assemblées d'actionnaires pour identifier les entreprises ayant une propriété familiale concentrée, des structures d'autorité peu claires et une surveillance minimale du conseil indépendant. C'était essentiellement une carte routière pour trouver l'entreprise de mon père, livrée avec un vernis de préoccupation professionnelle plutôt que de vendetta personnelle. L'interview a été diffusée à une heure de grande écoute et a atteint des milliers de professionnels des affaires dans notre région. Dès cet après-midi-là, j'avais reçu 3 appels d'anciens collègues me demandant si je parlais de Sterling Development Group, l'entreprise de mon père. J'ai donné des réponses soigneusement neutres qui ne confirmaient ni ne niaient, ce qui a eu pour effet de rendre les gens plus certains d'avoir correctement identifié la cible. 6 semaines plus tard, l'entreprise de mon père a subi un audit surprise de la part de son assureur, déclenché par des préoccupations concernant les procédures de gouvernance. L'audit a révélé les signatures de contrats non autorisés de Véronica et plusieurs autres irrégularités dans les contrôles financiers. La compagnie d'assurance a menacé d'augmenter considérablement les primes à moins que des mesures correctives ne soient mises en œuvre immédiatement. J'ai appris l'existence de l'audit par une amie qui travaillait au siège social de la compagnie d'assurance, quelqu'un avec qui j'avais collaboré sur un précédent projet de conseil. Elle m'a contacté parce qu'elle appréciait vraiment mon expertise sur la gouvernance du développement immobilier, n'ayant aucune idée de mon lien familial avec l'entreprise qu'elle évaluait maintenant. Lorsqu'elle a décrit le cas sur lequel elle travaillait pendant notre appel, demandant mes conseils professionnels sur l'évaluation des risques, j'ai immédiatement reconnu les détails de Sterling Development. J'ai fourni une analyse approfondie et objective des meilleures pratiques de l'industrie et des drapeaux rouges qui devraient préoccuper les équipes de souscription, maintenant mon rôle professionnel tout au long. Elle m'a remercié profusément, disant que mes idées seraient inestimables pour leur évaluation des risques. En raccrochant cet appel, j'ai ressenti un mélange complexe de satisfaction et de quelque chose de plus sombre. Je contribuais activement aux difficultés professionnelles de mon père, fournissant des informations aux personnes même qui auditaient son entreprise. Mais je me suis rappelé pourquoi je faisais cela. Le visage baigné de larmes de rubis, la marque rouge de la gifle de ma mère, les mains de mon père poussant mon enfant au sol. Ils avaient déclaré la guerre à ma fille. Je me battais simplement avec les armes dont je disposais. L'audit d'assurance a créé un chaos immédiat au sein de Sterling Development. Mon père a dû engager des consultants externes pour revoir les procédures et recommander des actions correctives. Les coûts ont augmenté rapidement. Les membres du conseil, qui s'étaient auparavant contentés d'une surveillance minimale, ont soudainement exigé des rapports détaillés et des mesures de responsabilité. Plusieurs se sont inquiétés de leur propre exposition à la responsabilité si des problèmes de gouvernance conduisaient à des problèmes réglementaires ou à des actions en justice. J'ai surveillé cela via mon réseau professionnel, recevant des mises à jour de diverses sources qui n'avaient aucune idée qu'elles me fournissaient des renseignements sur l'implosion de ma propre famille. L'industrie fonctionne sur les relations et l'échange d'informations. Les gens partagent ce qu'ils entendent, se mettent en garde mutuellement contre les entreprises problématiques, discutent des problèmes émergents lors de déjeuners et de conférences téléphoniques. J'avais passé des années à bâtir une réputation de personne bien informée et digne de confiance, et maintenant ce réseau me fournissait des mises à jour en temps réel sur les conséquences de mes graines soigneusement plantées. Nathan m'a appelé pendant cette période, confus et inquiet. Il se passe quelque chose dans l'entreprise de papa, a-t-il dit. Il y a un audit d'assurance. Les membres du conseil paniquent et papa parle de faire venir des consultants. Tu sais quelque chose à ce sujet? J'ai choisi mes mots avec soin. Je sais que l'industrie accorde plus d'attention aux problèmes de gouvernance ces derniers temps. Il y a eu une surveillance accrue sur les entreprises familiales, en particulier concernant les structures d'autorité appropriées et les contrôles financiers. Pourquoi demandes-tu? Papa pense que quelqu'un le vise spécifiquement, a dit Nathan. Il est paranoïaque à l'idée que des concurrents essaient de nuire à la réputation de l'entreprise. Il a mentionné ton nom en fait. Il a dit que tu écrivais des articles critiques sur les entreprises familiales.
J'ai écrit un article sur les normes de gouvernance de l'industrie, ai-je répondu calmement. Ce n'était pas critique envers les entreprises familiales. Cela discutait des meilleures pratiques et des préoccupations émergentes en matière de responsabilité qui affectent toutes les sociétés de développement immobilier, quelle que soit leur structure de propriété. Si l'entreprise de papa a certains des problèmes dont j'ai discuté, c'est regrettable mais ce n'est pas la preuve d'un ciblage. Nathan est resté silencieux un moment. Il est convaincu que tu es derrière tout ça d'une manière ou d'une autre. Maman aussi. Il pense que tu essaies de détruire l'entreprise familiale pour les punir. L'entreprise familiale pour laquelle Véronica travaille, mais où je n'ai jamais été la bienvenue, ai-je demandé. Celle où papa a clairement fait savoir que mes contributions n'étaient pas valorisées. J'ai ma propre carrière réussie, Nathan. Je n'ai pas besoin de détruire quoi que ce soit, mais je n'ai aucune obligation de protéger une entreprise avec des pratiques douteuses juste parce que notre père la dirige. Est-ce que Sterling Développement va vraiment si mal ? A demandé Nathan, la voix incertaine. J'y travaille et je ne vois pas de problème majeur. Tu travailles dans la division technique en tant qu'ingénieur de projet, ai-je dit. Tu n'es pas exposé à la prise de décision exécutive ou au contrôle financier, mais si tu fais attention au cours des prochains mois, tu pourrais remarquer des choses qui t'inquiètent. Quand tu le feras, mon conseil est de tout documenter et de t'assurer que tu n'es pas personnellement responsable de décisions que tu n'es pas réellement autorisé à prendre. Cette conversation a planté des graines de doute dans l'esprit de Nathan. Je savais qu'il était fondamentalement décent, juste faible quand il s'agissait de tenir tête à nos parents. Mais s'il commençait à remettre en question les pratiques de l'entreprise, cela créerait une pression interne supplémentaire sur mon père. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence. J'en ai entendu parler par mon réseau professionnel avant même que mon père ne sache que j'étais lié aux retombées. Ils ont exigé la mise en œuvre de procédures de surveillance appropriées et ont insisté pour que Véronica reçoive formellement l'autorité pour ses actions par les canaux appropriés, ou qu'elle soit limitée à des tâches correspondant à ses responsabilités réellement approuvées. Mon père était furieux, ai-je appris plus tard, mais n'avait d'autre choix que de se conformer ou de risquer de perdre complètement sa couverture d'assurance. Véronica m'a appelé 5 semaines après le barbecue, la voix tendue par la colère. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec ce qui se passe dans l'entreprise de papa ? Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je répondu calmement. Je suis consultante financière. J'écris sur les tendances de l'industrie. Si ces tendances affectent les entreprises avec des structures de gouvernance faibles, ce n'est pas mon souci. Tu nous sabotes à cause de cette scène ridicule que Ruby a faite au barbecue, a-t-elle accusé. Ruby n'a pas fait de scène, ai-je dit, la voix durcie. Elle a été agressée par ses grands-parents et moquée par ses cousins pendant que les adultes de sa vie restaient là à regarder. Mais tu as raison sur le fait que je me souviens que c'est arrivé. Je me souviens de tout. Elle m'a raccroché au nez. Je suis retourné à ma planification. La phase suivante exigeait de la patience. J'ai attendu que le conseil d'administration de l'entreprise de mon père annonce son assemblée annuelle des actionnaires, puis j'ai utilisé mon compte d'investissement personnel pour acquérir un petit bloc d'actions via une série de transactions sur plusieurs semaines. Pas assez pour attirer une attention immédiate, mais assez pour m'accorder des droits de présence en tant qu'investisseur individuel. Je me suis inscrite pour y assister sous mon nom de femme mariée d'il y a des années, que j'utilise encore professionnellement dans certains contextes plutôt que mon nom de jeune fille qui aurait immédiatement signalé mon lien familial. Le greffier des inscriptions a traité ma demande sans faire le lien avec le fondateur de l'entreprise. Lors de la réunion, je me suis assise au fond et j'ai écouté les présentations sur les performances de l'entreprise et la stratégie future. Lorsqu'ils ont ouvert la séance aux questions des actionnaires, j'ai levé la main. Mon père était assis à la table avant avec les membres du conseil et ne m'a pas vu immédiatement. J'ai posé une question soigneusement formulée sur les améliorations de la gouvernance, et demandé si les conclusions récentes de l'audit avaient révélé des motifs de préoccupation concernant l'autorité exécutive et la surveillance. Le président du conseil, un homme nommé Walter Brennan que je n'avais jamais rencontré personnellement, a donné une réponse diplomatique sur les améliorations de processus en cours. Mais plusieurs autres actionnaires ont dressé l'oreille, soudainement intéressés par les conclusions de l'audit auquel il faisait référence. Ma question avait ouvert une porte, et d'autres ont commencé à insister pour avoir des détails. La réunion a duré 40 minutes de plus que prévu, alors que les membres du conseil tentaient de gérer les préoccupations concernant des problèmes de gouvernance qui avaient été traités discrètement auparavant. Mon père m'a finalement repéré alors que la réunion se terminait, son visage devenant rouge quand il a réalisé qui avait posé la question initiale.
Il s'effrayait un chemin à travers la foule qui se dispersait, mais je m'étais déjà glissé dehors pour sortir. Je n'avais pas besoin d'une confrontation. J'avais besoin qu'il soit déstabilisé et incertain de ce que je pourrais faire ensuite. Ce soir-là, il m'a appelé pour la première fois depuis le barbecue. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» a-t-il exigé sans préambule. « Assister à une assemblée des actionnaires », ai-je répondu. « Je suis investisseur. » Petite position, mais légitime. « Tu essaies de saboter mon entreprise parce que tu es vindicative et mesquine », a-t-il grogné. « Juste comme tu l'as toujours été. Jamais satisfaite, toujours à causer des problèmes. J'ai écrit des analyses sectorielles et participé à des discussions professionnelles sur les normes de gouvernance, ai-je dit doucement. Si ces activités professionnelles ont créé un examen minutieux de tes pratiques commerciales, peut-être devrais-tu examiner pourquoi ton entreprise est vulnérable à cet examen. Mais plus important encore, tu as agressé physiquement ma fille de 6 ans devant une douzaine de témoins. Tu as donné sa place au parc d'attractions aux enfants des voisins juste pour l'humilier. Tu as établi des fonds fiduciaires pour chaque petit enfant sauf elle. Et tu penses que c'est moi le problème dans ce scénario? Elle est faible, tout comme toi, a-t-il répondu. Les enfants de Véronica ont du caractère. Ils valent la peine qu'on investisse en eux. Ruby pleure pour un rien, et tu l'élèves pour qu'elle soit pathétique. Au revoir, papa, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je suis resté assise là un long moment, fixant mon téléphone, et j'ai réalisé que quelque chose s'était brisé net. Quelque espoir vestigial que j'avais nourri que mes parents pourraient changer, pourraient d'une manière ou d'une autre devenir les grands-parents que Ruby méritait, est mort complètement à cet instant. Ce qui l'a remplacé était une résolution calme. Le lendemain matin, j'ai rencontré Patricia Drummond à nouveau. Je veux aller de l'avant avec une stratégie juridique formelle. Je lui ai tout raconté. Elle a hoché la tête. Je déposerai les avis cette semaine. Les avis ont été envoyés à l'avocat de mes parents, les informant que je documentais le harcèlement continu et le traitement discriminatoire de mon enfant mineur par ses grands-parents, que j'avais des preuves d'agression physique, et que j'établissais un dossier pour une potentielle action en justice future concernant la planification successorale qui excluait Ruby tout en pourvoyant aux besoins des autres petits-enfants. La lettre s'arrêtait juste avant le litige réel, mais indiquait clairement que toutes les interactions étaient désormais surveillées et documentées en vue de procédures judiciaires potentielles. Ma mère a appelé quelques heures plus tard, hystérique. Comment oses-tu nous menacer d'une action en justice? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi? Ai-je demandé sincèrement. J'aimerais le savoir. Parce que de là où je suis, vous avez passé des décennies à critiquer chaque choix que j'ai fait, favorisant Véronica par rapport à moi, et maintenant vous étendez ce même traitement à ma fille. Alors, s'il te plaît, dis-moi ce que vous avez fait dont je devrais être reconnaissante. Elle a bafouillé, incapable d'articuler quoi que ce soit de précis avant de se rabattre sur des généralités concernant mon enfance et mon éducation. Nous t'avons tout donné, a-t-elle insisté. Vous avez fourni les bases que les parents sont légalement tenus de fournir, ai-je corrigé. Les mêmes choses que je fournis à Ruby, sauf que je lui donne aussi de l'amour et du respect. Ces choses semblent avoir été au-delà de vos capacités. Tu es dramatique, a-t-elle dit, faisant inconsciemment écho à ce qu'elle avait dit à Ruby avant de la gifler. Toute cette histoire prend des proportions démesurées. Une avocate et plusieurs témoins ne sont pas d'accord avec ton évaluation, ai-je répondu. Si tout est si innocent, tu ne devrais avoir aucune inquiétude concernant la documentation. Mais si jamais vous portez la main sur Ruby à nouveau, si jamais vous lui parlez comme vous l'avez fait au barbecue, vous ne la verrez plus jusqu'à ce qu'elle soit une adulte capable de choisir elle-même si elle veut de vous dans sa vie. Et d'après ce que j'ai vu de votre comportement, je ne pense pas que ce choix jouera en votre faveur. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Au cours des mois suivants, la pression sur l'entreprise de mon père a continué de monter. Les problèmes de gouvernance soulevés lors de l'Assemblée des actionnaires avaient attiré l'attention d'un journaliste économique qui avait commencé à poser des questions. Rien que je n'avais fourni directement à la presse, mais des conséquences dont je savais qu'elles suivraient une fois que les bonnes personnes commenceraient à prêter attention. Le journaliste a publié un article examinant si les sociétés de développement familial maintenaient des normes de surveillance adéquates à une époque de surveillance réglementaire croissante. L'entreprise de mon père figurait en bonne place comme étude de cas de pratiques obsolètes. 3 clients majeurs ont refusé de renouveler leur contrat, citant des préoccupations concernant la conformité réglementaire. Le Conseil a institué une formation obligatoire sur la gouvernance d'entreprise et les contrôles financiers.
Véronica a été formellement rétrogradée de vice-présidente à directrice, avec son autorité considérablement réduite. Elle m'a blâmé ouvertement lors d'une réunion de famille à laquelle je n'ai pas assisté, selon Nathan, qui a appelé pour me prévenir que Véronica voulait ma peau. Laisse-la être en colère, ai-je dit à Nathan. Elle a participé à l'humiliation et à l'agression de ma fille. Elle s'est moquée de Ruby alors qu'elle était là et n'a rien fait quand papa a poussé une enfant de 6 ans à terre. Si elle fait face à des conséquences professionnelles parce que l'entreprise pour laquelle elle travaille a des pratiques négligentes sur lesquelles il m'arrive d'écrire dans une publication industrielle, ce n'est pas mon problème. Tu as vraiment écrit cet article en sachant que cela nuirait aux affaires de papa, a demandé Nathan. J'ai écrit un article précis sur les préoccupations de l'industrie, qui se trouve s'appliquer aux affaires de papa parce que son entreprise a ses problèmes, ai-je clarifié. Le fait que ces problèmes causent maintenant des conséquences n'est pas ma faute. C'est la sienne pour avoir dirigé une entreprise avec des contrôles inadéquats et pour avoir favorisé une employée qui se trouve être sa fille. Nathan est resté silencieux un moment. Ruby ne méritait vraiment pas ce qui s'est passé au barbecue, a-t-il finalement dit. J'aurais dû dire quelque chose. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Oui, tu aurais dû, ai-je convenu. Mais au moins tu le reconnais maintenant. C'est plus que n'importe qui d'autre dans cette famille n'a fait. Pendant ce temps, j'ai travaillé sur le côté positif des choses pour Ruby. J'ai établi un fonds fiduciaire à son nom, l'alimentant avec une partie substantielle de mes économies et mettant en place des contributions automatiques de mes revenus. J'ai travaillé avec un conseiller financier nommé Gregory Whitfield, spécialisé dans la planification successorale pour les parents célibataires. Gregory m'a aidé à structurer le trust pour maximiser le potentiel de croissance tout en assurant une protection absolue contre toute interférence familiale. Nous avons inclus des dispositions interdisant spécifiquement à mes parents ou à mes frères et sœurs d'avoir connaissance des détails des fonds ou d'y accéder. J'ai nommé Patricia Drummond comme fiduciaire légale avec des instructions explicites selon lesquelles les fonds étaient destinés à l'éducation future et aux opportunités de Ruby, protégée de toute réclamation par d'autres membres de la famille. Le trust serait révélé à Ruby lorsqu'elle aurait 18 ans, lui donnant la sécurité financière et les options que mes parents avaient délibérément essayé de lui refuser. J'ai également inscrit Ruby en thérapie avec une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes familiaux, lui donnant des outils pour traiter ce qui s'était passé et renforcer sa résilience contre toute toxicité future. Les séances de thérapie avec le docteur Sarah Petan se sont avérées transformatrices pour Ruby. Le docteur Petan avait une vaste expérience de travail avec des enfants ayant vécu le rejet familial et la violence émotionnelle. Elle utilisait des techniques de thérapie par le jeu, permettant à Ruby de traiter ses sentiments par le dessin, la narration, et le jeu de rôle avec des poupées. Au fil de plusieurs semaines, j'ai vu l'anxiété de Ruby diminuer. Elle a cessé de faire des cauchemars à propos du barbecue. Les habitudes nerveuses qu'elle avait développées, comme tirer sur ses cheveux lorsqu'elle était stressée, se sont progressivement estompées. Le docteur Petan et moi avions des séances de consultation régulières où elle me tenait au courant des progrès de Ruby et me donnait des conseils pour soutenir sa guérison. Ruby est remarquablement résiliente, m'a dit le docteur Petan lors d'une séance. Elle traite le traumatisme de manière saine, mais elle intériorise aussi une leçon importante sur les limites et l'estime de soi. Elle apprend qu'elle n'a pas besoin de mériter l'amour de gens qui ont décidé de ne pas le lui donner. J'ai aussi apporté des changements à notre vie quotidienne qui renforçaient la valeur et la sécurité de Ruby. J'ai commencé une tradition des « vendredis d'affirmation » où nous partagions chacune 3 choses que nous apprécions chez l'autre. Ruby adorait ce rituel, passant souvent toute la semaine à penser à des compliments créatifs. Je l'ai inscrite à des activités qui l'intéressaient, mais que nous n'avions jamais poursuivies parce que les obligations familiales avaient consommé nos week-ends. Elle a commencé des cours de gymnastique et a rejoint un groupe de théâtre pour enfants, 2 domaines où elle excellait et qu'elle adorait. Voir Ruby s'épanouir dans des environnements où elle était encouragée et célébrée a mis en évidence à quel point l'influence de mes parents avait été toxique. Elle avait toujours été une enfant brillante et créative, mais elle marchait sur des œufs autour de ma famille, essayant désespérément de gagner une approbation qui n'allait jamais venir. Libérée de cette pression, sa personnalité s'est épanouie. Elle est devenue plus confiante, plus disposée à essayer de nouvelles choses, plus à l'aise pour exprimer ses opinions. Son groupe de théâtre a monté une adaptation d'un conte de fées 3 mois après le barbecue. Ruby avait un petit rôle parlant en tant que créature des bois. J'y ai assisté avec un bouquet de fleurs, applaudissant bruyamment lorsqu'elle a dit ses répliques avec un timing et une expression parfaits. Après le spectacle, Ruby m'a présenté à ses nouveaux amis et à leurs parents, rayonnante de fierté.
Plusieurs parents ont complimenté sa performance et ont demandé les horaires des futures répétitions. Alors que nous marchions vers la voiture ce soir-là, Ruby a glissé sa main dans la mienne. « Maman, tu crois que papy et mamie seraient venus voir ma pièce si je les avais invités ?» La question m'a prise au dépourvu. Nous n'avions pas discuté directement de mes parents depuis des semaines. « Pourquoi demandes-tu ça, ma chérie ?» Ruby a haussé les épaules, balançant nos mains jointes. Les grands-parents d'Emma sont venus ce soir. Ils lui ont apporté des fleurs et ont pris des photos. Je me demandais juste si les miens auraient fait ça aussi. Je me suis agenouillé à sa hauteur, posant les fleurs pour tenir ses deux mains. La vérité, c'est que je ne sais pas ce qu'ils auraient fait. Mais je sais que les gens qui t'aiment vraiment sont présents pour les moments importants. Ils te célèbrent et te font sentir spécial. Mon travail en tant que maman est de m'assurer que les gens dans ta vie te traitent avec gentillesse et respect. Papy et mamie n'ont pas fait ça. Ruby a hoché la tête lentement, assimilant cela. Est-ce qu'on les reverra un jour? Peut-être un jour, s'ils peuvent apprendre à te traiter comme tu le mérites, ai-je dit. Mais c'est leur choix à faire, pas le tien. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas besoin d'arranger ça. C'est une affaire d'adulte et je m'en occupe. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis contente que tu sois ma maman, a-t-elle chuchoté. En rentrant à la maison, j'ai senti le poids de ma décision s'installer à nouveau sur moi. Je travaillais activement à démanteler la vie professionnelle de mon père et j'avais coupé tout contact avec ma famille. Une partie de moi se demandait si j'étais trop extrême, s'il y avait un chemin vers la réconciliation que je n'avais pas envisagé. Mais alors je me rappelais Ruby debout dans cette arrière-cour, sa joue rouge de la gifle de ma mère, sa robe sale d'avoir été poussée à terre, et tout doute s'évaporait. La sécurité et le bien-être émotionnel de mon enfant passaient avant la loyauté familiale, avant la réconciliation, avant tout le reste. Pendant la même période, j'ai reçu un appel inattendu de ma tante Lorraine, la sœur cadette de mon père, qui vivait dans un autre état. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais elle avait toujours été gentille avec Ruby lors des visites occasionnelles des fêtes. Sa voix semblait étrange quand j'ai répondu. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé au barbecue, a-t-elle dit sans préambule. Nathan m'a raconté. Je débattais depuis des semaines pour savoir si je devais appeler. Je vois, ai-je répondu prudemment, incertaine de la direction que prenait cette conversation. Je veux que tu saches que ce que tes parents ont fait était impardonnable, a continué Lorraine. Je les ai vus favoriser Véronica toute ta vie, et je me suis mordu la langue trop souvent. Mais agresser une enfant, humilier Ruby publiquement comme ça, il n'y a aucune justification à cela. Ces mots m'ont surprise. J'avais supposé que toute la famille ferait bloc autour de mes parents, me peignant comme le problème. Merci de dire ça. Cela signifie plus que tu ne le réalises probablement. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, a admis Lorraine. J'ai vu comment ils te traitaient différemment en grandissant. Ta mère trouvait toujours des excuses, disant que tu étais plus indépendante et que tu n'avais pas besoin d'autant d'attention que Véronica. Mais je savais que c'était du favoritisme déguisé en raisonnement. Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu à l'époque. Nous avons parlé pendant près d'une heure. Lorraine a partagé des observations couvrant des décennies qui validaient des sentiments que j'avais remis en question toute ma vie. Elle a confirmé que le traitement différentiel n'avait pas été le fruit de mon imagination ou d'une hypersensibilité. C'était réel, constant et délibéré. Au moment de raccrocher, j'ai ressenti un sentiment de vindicte dont je n'avais pas réalisé que j'avais besoin. L'appel de Lorraine a également fourni des informations utiles. Elle a mentionné que mon père se plaignait à la famille élargie de problèmes commerciaux, blâmant les concurrents et l'évolution des normes de l'industrie pour les problèmes chez Sterling Développement. Il avait spécifiquement mentionné que quelqu'un dans l'industrie répandait des rumeurs destinées à nuire à la réputation de son entreprise. Lorraine a dit qu'elle avait écouté ces plaintes avec un scepticisme croissant, surtout compte tenu des problèmes de gouvernance documentés dont elle avait entendu parler par son propre réseau professionnel en droit immobilier commercial. Il a toujours opéré à la limite de ce qui est acceptable, m'a dit Lorraine. J'ai entendu des histoires au fil des ans de collègues qui ont interagi avec Sterling Développement. Des contrats attribués à des amis, des coins ronds sur la diligence raisonnable, Véronica prenant des décisions qu'elle n'était pas qualifiée pour prendre. Ton père s'en est tiré parce qu'il avait une forte réputation et des relations personnelles qui aplanissaient les problèmes. Mais la réputation ne peut pas vous protéger éternellement, surtout quand les normes de l'industrie évoluent et que la surveillance augmente. Cette conversation a confirmé que j'étais sur la bonne voie.
Les problèmes dans l'entreprise de mon père n'étaient pas fabriqués par moi. C'étaient de vrais problèmes de longue date qui avaient simplement été tolérés jusqu'à ce que quelqu'un braque la lumière sur eux. J'avais été ce quelqu'un, certes, mais la pourriture existait bien avant que je n'écrive mon article ou que je n'assiste à cette assemblée des actionnaires. 6 mois après le barbecue, l'entreprise de mon père a annoncé une restructuration majeure. Le conseil avait fait appel à des consultants en gestion externe ironiquement, d'un cabinet avec lequel j'avais collaboré sur un autre projet pour évaluer les opérations et recommander des changements. Le rapport qui en a résulté était accablant, soulignant des années de surveillance inadéquate, de conflits d'intérêts dans les décisions contractuelles, et de pratiques d'embauche népotique qui avaient élevé des membres de la famille au-delà de leurs compétences. Mon père a été forcé de se retirer des opérations quotidiennes, passant à un rôle de président avec une autorité limitée. On a offert à Véronica le choix entre accepter un poste junior avec une surveillance réelle ou quitter l'entreprise. Elle a choisi de partir, trouvant finalement un poste dans une entreprise plus petite où son nom de famille n'avait aucun poids et où sa performance serait évaluée sur le mérite réel. La restructuration a sauvé l'entreprise de problèmes réglementaires plus graves. Mais elle a brisé l'ego de mon père et mis fin à la dynastie commerciale familiale qu'il construisait. Nathan est resté dans l'entreprise à un poste technique où il avait une réelle expertise. Mais la vision de Véronica dirigeant un jour l'Empire était morte complètement. Ma mère m'a appelé pendant cette période, sa voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. « Ton père a des problèmes de santé ?» a-t-elle dit. Le stress de tout cela a été trop fort. Je pensais que tu devais le savoir. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je répondu, le pensant sincèrement malgré tout. J'espère qu'il se rétablira. Est-ce que ça ne te fait rien de savoir que tu as causé ça, a-t-elle demandé, un peu de son ancienne dureté revenant. C'est de ta faute. Ta vendetta a détruit ce qu'il a construit. J'ai écrit un article sur les normes de l'industrie, ai-je dit calmement. J'ai posé une question lors d'une assemblée des actionnaires. J'ai documenté les abus envers mon enfant et pris des mesures juridiques pour la protéger. Si ces actions ont provoqué l'effondrement des affaires de papa, c'est parce que son entreprise était construite sur des fondations qui ne pouvaient pas résister à un examen de base. Ce n'est pas ma faute. C'est la sienne. Nous sommes tes parents, a-t-elle dit, la voix brisée. Comment peux-tu être si cruel? Tu as giflé ma fille de 6 ans au visage et tu lui as dit qu'elle ne valait rien, ai-je répondu. Papa l'a poussée à terre devant une foule. Vous avez donné des laissez-passer destinés à votre petit enfant aux enfants des voisins juste pour qu'elle se sente exclue. Et quand elle a pleuré de douleur et d'humiliation, tu l'as frappée à nouveau. Alors, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose très clairement. Je ne suis pas cruelle. Je suis protectrice. Il y a une différence significative. Elle a raccroché sans répondre. Ruby a eu 7 ans le mois suivant. Je lui ai organisé une fête avec ses amis de l'école, avec un thème de princesse qu'elle avait demandé. Nous n'avons invité aucun membre de la famille sauf Nathan et ses enfants, qui sont venus et ont apporté des cadeaux attentionnés. Ruby a ri, a joué et a rayonné de la joie simple d'être célébrée. En la regardant souffler ses bougies d'anniversaire, faisant un vœu les yeux fermés de concentration, j'ai senti le poids de l'année passée se lever légèrement. La documentation juridique restait en place, un dossier permanent de ce qui s'était passé, et un cadre pour une action future potentielle si nécessaire. Patricia Drummond l'avait structuré de manière à ce que si mes parents tentaient de me contester la garde ou de prétendre qu'on leur refusait l'accès à Ruby, nous ayons des preuves complètes de leur comportement abusif et de ma réponse protectrice justifiée. Plus important encore, la documentation établissait que tout arrangement successoral futur qui poursuivrait le schéma d'exclusion de Ruby tout en profitant aux autres petits-enfants pourrait être contesté pour motif de traitement discriminatoire. Mon père ne s'est jamais excusé. Ni ma mère, ni Véronica. Ils semblaient sincèrement incapables de comprendre que leurs actions avaient été mauvaises, se voyant plutôt comme les victimes de ma réaction excessive et de ma vindicte. Les réunions de famille ont continué sans nous un univers parallèle où l'existence de Ruby n'était probablement jamais mentionnée, et où j'avais été catalogué comme l'enfant à problème qui avait tout détruit par méchanceté. Mais j'avais construit quelque chose de différent pour ma fille. Une vie où elle était valorisée, où ses sentiments comptaient, où les adultes autour d'elle la traitaient avec respect et gentillesse. Je lui avais montré par des actes plutôt que par des mots que les gens qui vous font du mal n'ont pas un accès illimité à votre vie simplement à cause d'un ADN partagé. Et j'ai démontré que se défendre et défendre ceux qu'on aime n'est pas de la cruauté, même quand les autres l'étiquettent ainsi pour éviter de rendre des comptes. Ruby m'a demandé un soir, environ 9 mois après le barbecue,
si nous pouvions aller à Adventure Valley. Tous mes amis de l'école y sont allés, a-t-elle dit avec nostalgie. Ça a l'air vraiment amusant. J'ai acheté nos abonnements saisonniers le lendemain. Nous avons passé tout le samedi suivant au parc, faisant des montagnes russes, mangeant de la nourriture de parc d'attractions hors de prix et collectionnant des prix ridicules aux jeux de carnaval. Le visage de Ruby brillait d'un bonheur simple, non alourdi par la connaissance que c'était quelque chose que ses grands-parents avaient spécifiquement décidé qu'elle ne méritait pas. Alors que nous rentrions à la maison ce soir-là, Ruby s'est endormie dans son siège auto, un animal en peluche gagné au lancer d'anneaux serré dans ses bras. Je l'ai regardé dans le rétroviseur, son visage paisible endormi, et j'ai senti les derniers morceaux de culpabilité et de doute tomber. J'avais fait exactement ce qui devait être fait. Pas par vengeance, bien que je ne nierais pas que voir mes parents faire face aux conséquences avait apporté une certaine satisfaction sinistre, mais par amour et protection pour mon enfant. Ils avaient voulu apprendre à Ruby qu'elle ne valait rien. Au lieu de cela, ils m'ont appris que j'étais assez forte pour couper des liens qui étaient toxiques, pour rester seule si nécessaire, et pour construire un avenir meilleur sur les cendres de schémas familiaux toxiques. Ruby grandirait en connaissant sa valeur, non pas parce que ses grands-parents l'avaient affirmé, mais parce que je lui avais montré par chaque action qu'elle était chérie au-delà de toute mesure. Le barbecue avait été leur moment de triomphe cruel, leur déclaration publique du statut inférieur de Ruby dans la hiérarchie familiale. Mais cet unique après-midi de malice m'avait donné la clarté et la justification pour démanteler les structures qu'ils avaient passé des décennies à construire, pour protéger ma fille de tout préjudice futur, et pour établir au-delà de tout doute que les actions ont des conséquences même pour les gens qui croient que leur position les place au-dessus de toute responsabilité. Ils voulaient nous blesser. Au lieu de cela, ils nous ont libérés. Et dans cette liberté, Ruby et moi avons trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux que leur acceptation réticente ou leur amour conditionnel. Nous avons trouvé la paix.